On les pensait définitivement disparus, mais voici qu'ils reviennent en France. Ben ça c'était sûr, c'était le lynx. Merde. Puis alors plus loin encore un. Comme il est arrivé, ça n'a pas été correct, on n'a pas été avertis. On a été face à ce grand prédateur qui nous a fait des gros dégâts. On a donné à l'ours, au loup et au lynx un statut d'espèce protégée parce qu'évidemment, c'était des espèces qui, à un moment donné, se sont retrouvées en danger d'extinction. L'ours, le lynx et le loup, 3 prédateurs qui regagnent les territoires occupés par les hommes. Des bêtes et des hommes, un documentaire à voir demain à minuit sur France 3. Bienvenue dans Dimanche en politique, votre magazine de débat régional. À mes côtés, comme chaque semaine, Laurent Dubois, notre journaliste politique de la rédaction. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Alors, cette semaine, une question centrale. L'Occitanie est-elle Macron compatible? Notre région très socialiste est-elle réceptive au message anti-parti de l'ancien ministre de l'économie? Combien de départs encore de militants PS ou d'élus vers Macron? Et puis, peut-il aller jusqu'à chasser sur les terres de la droite, en difficulté actuellement avec les révélations sur l'affaire Fillon? Alors avec nous pour répondre à ces questions, 3 invités. Monique Iborra, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée d'Hiver Gauche de la Haute-Garonne et vous avez été une des premières à rejoindre Emmanuel Macron. Face à vous, Pierre Cohen, bonjour. Bonjour. Ancien maire socialiste de Toulouse, vous êtes désormais élu de l'opposition et vous êtes un fervent supporter de Benoît Hamon. Enfin, également avec nous, un élu de droite, Philippe Caléja, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération Les Républicains de l'Ariège, maire de Saverdun et également candidat aux législatives. Tout à fait. Alors avant de vous donner la parole, vous le savez ici, c'est la tradition. On fait d'abord parler les citoyens, électeurs ou pas, Laurent, que vous êtes allé rencontrer sur les terres de Jaurès, tiens, à Carmaux, dans le Tarn, on les écoute. Emmanuel Macron est à la une de l'Express cette semaine. Mais le candidat à la présidentielle est-il au top dans la ville de Jean Jaurès, Carmaux, dans le Tarn? Eh bien, on va le savoir immédiatement. Si je vous dis Emmanuel Macron, ça me dit rien. Du tout. Je vote pas. Je connais très peu. Je peux pas vous dire. On est encore loin des élections, donc on verra la suite. Pourquoi pas? Je ne serai pas contre. Il est plus jeune. Ça, c'est important parce que, bon, peut-être il s'occupera davantage des jeunes. Je ne sais pas c'est qui Emmanuel Macron. Le nom ne vous dit rien? Non. J'ai plus confiance à lui qu'à Fillon. Et pourquoi? Parce que, avec ce qu'il a fait avec Pénélope, je pense que, pour moi, c'est un opportuniste. On n'a pas d'idée sur ses convictions. Vous pouvez citer une idée d'Emmanuel Macron? Ministre de l'économie et ses idées réelles maintenant de son programme, je ne les connais pas. C'est un vrai homme politique qui surfe sur un effet de mode en fait. C'est une fashion mythique politique. Et il va avoir des électeurs qui vont le rejoindre simplement parce que la droite est en décomposition là. Il est jeune, il est dynamique, c'est sûr. Mais bon, à savoir, il nous dégoûte de la politique, c'est tout. C'est tout. C'est Macron qui vous dégoûte de la politique? Tout. Si je vous montre ce monsieur, quelle est votre réaction? il a de la gueule comme les autres. De la gueule, c'est-à-dire il parle fort? Non, il parle fort, il promet tout, et puis finalement, on a une merde. C'est tout le temps pareil. Alors, voilà, excusez-moi. Merci. Alors Laurent, on leur parle d'Emmanuel Macron, mais alors évidemment, en filigrane, il y a l'affaire Fillon. À l'arrivée, nos interviewés, comme peut-être beaucoup d'électeurs ou de citoyens, tout simplement, sont vraiment désabusés. Ça vous préoccupe? Vous en avez conscience de ça, Monique Iborra? Conscience de ces électeurs qui finalement vent de fronde de cette défiance envers le politique. Non seulement j'en ai conscience, mais je les comprends. C'est évident. Et ça touche toute la classe politique. Bien sûr qu'il y en a qui sont plus responsables que d'autres. Mais oui, bien sûr. Et quand on met Emmanuel Macron dans le même sac que Fillon et tout le monde, ça vous choque? Vous comprenez ça ou pas? Je comprends dans la mesure où, en effet, c'est une représentation du monde politique. Et donc, aujourd'hui, après cette affaire, mais déjà depuis un petit moment, il faut bien le dire, ce qui prouve que jusqu'à présent,
même en dehors de cette affaire, les partis politiques et la politique en général ne satisfaisaient pas les concitoyens. Ça, c'est une réalité aussi. L'affaire Fillon, Philippe Caléja, c'est le coup de trop pour des électeurs qui déjà étaient plus qu'en recul par rapport à la politique. Écoutez, l'affaire Fillon, il y a aujourd'hui la justice qui est en route, elle fera son boulot, elle fera ce qu'il faut. Aujourd'hui, effectivement, pour la droite, pour les Républicains, ça n'est pas le moment idéal, mais c'est peut-être pas par hasard. Est-ce que vos administrés à Saverdun vous interpellent ? Tout le monde nous interpelle sur ce qu'on vient de dire, effectivement. Vous avez des gens qui, dans la rue, vous arrêtent là-dessus? Depuis des années, on avait quand même la thématique du Front National, tous pourris, qui disait, c'est le populisme de base. Là, ce qu'on nous avait montré, c'est le café du commerce. C'est les gens dans la rue, c'est ce qu'ils pensent, on ne les force pas à le dire. Je vous entends, on est bien d'accord, on ne les force pas à le dire, c'est vrai. Mais après, il ne faut pas regarder uniquement l'arbre qui cache la forêt. Mais vous les comprenez Vous les comprenez? Oui, je comprends. Mais oui, je les comprends, comme tout le monde. On les comprend tous. Et à un moment donné, effectivement, oui, il y a un agacement par rapport à un certain nombre de situations. Mais je ne suis pas d'accord pour dire que tous les politiques sont ainsi. Il y a un certain nombre de politiques, moi j'en connais. Faire une émission sinon, politique. Tous les trois, on ne serait pas ici. Tous les trois, on ne serait pas ici. On ne serait pas dans une défense honnête de nos conceptions de la vie politique. Oui, je crois qu'on peut être tous convaincus que, et ce n'est pas simplement l'affaire Fillon, c'est que depuis de nombreuses années, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont dans le désespoir, il y a des gens qui ont cru que les réponses politiques pouvaient apporter, je dirais, un mieux vivre. Et évidemment, ils sont déçus. Vous prenez une part de responsabilité en tant que socialiste? Écoutez, avec un mandat de 5 ans, si on ne prenait pas une responsabilité, on serait quand même plus que malhonnête. Donc évidemment, la question qui se pose, et qu'il faut qu'elle nous interpelle fortement, c'est est-ce qu'on baisse les bras et on laisse ce fameux populisme qui a gagné aux États-Unis. Et on voit les dégâts que ça fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même une déstabilisation mondiale. Donc on ne peut pas non plus laisser une déstabilisation européenne avec des termes et des réponses qui ne sont pas du tout adaptées. Alors, à nous, les politiques, d'abord de montrer qu'on n'est pas tous comme cela, mais surtout qu'on a aussi des projets pour pouvoir relever les défis sur lesquels ils nous attendent. Alors justement, allez, on va parler des idées, on va parler politique, on va parler débat, et on revient au thème central de cette émission. L'Occitanie est-elle Macron compatible? Alors, première question pour nous éclairer. Monique Iborra, c'est un candidat de gauche, Emmanuel Macron? Absolument. C'est en tout cas un candidat qui reçoit le soutien dans la main. C'est un candidat qui vient de la gauche et qui a des convictions qui sont en effet des convictions de gauche. Mais en même temps, c'est un homme qui veut vivre dans son temps, qui veut voir la réalité, qui sait que nous vivons dans la mondialisation, contrairement à C'est quoi pour vous un homme de gauche? Pardon? C'est quoi pour vous un homme de gauche? En quoi est-il de gauche? Eh bien, un homme de gauche, pour moi, c'est d'abord un homme qui regarde le réel, tel qu'il est, pas tel qu'il voudrait le voir, avec ce qui doit être transformé, et donc avec cette véritable volonté de transformation, pour plus d'égalité, et ça c'est une valeur de gauche, mais aussi, en ce qui concerne Emmanuel Macron, pour libérer réellement les énergies et pour on va y venir, oui. Faire face, juste un mot, pour faire face à cette mondialisation, pour mieux la transformer et non pas la nier ou vouloir renverser la table parce que, en effet, c'est un objectif qu'on doit aborder en disant la mondialisation, on n'en veut pas, on veut quelque chose d'autre que cette mondialisation aujourd'hui. Pierre Cohen, Emmanuel Macron, de gauche? Alors, il a dit qu'il n'était ni de gauche ni de droite. Ma culture politique fait que j'ai toujours dit que quand quelqu'un se décrète ni de gauche ni de droite, c'est qu'il est de droite. Mais il n'empêche, juste une petite boutade. Mais non, ça vous arrange, parce que ça veut dire qu'il y a peut-être... Oui, ça leur amène pas mal de monde. Oui. Non, mais tout cela pour dire que je ne le catalogue pas à droite. Mais aujourd'hui, il y a quand même, on a vécu 5 ans, avec un débat au sein de la famille politique de la gauche. Et évidemment... le facteur le plus important, je l'évoquais tout à l'heure, face au populisme, face à des gens qui souffrent, évidemment il faut de la liberté dans ce pays. Évidemment il faut de la fraternité, mais ce qu'on n'a pas, et ce qu'on n'a pas depuis des décennies, c'est l'égalité.
L'égalité réelle n'existe pas. Et donc, si aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir des projets qui amènent, je dirais, les gens à être respectés par rapport à ce qu'ils sont et à ce que l'on pense d'eux, eh bien, on se retrouve avec des inégalités, des injustices et des ras-le-bol. Pour revenir sur, on reviendra tout à l'heure, ce que je pense être pour le moment la marque de fabrique, et on l'a vu au gouvernement, parce qu'il n'y a pas besoin depuis qu'il est en campagne, c'est quand même quelqu'un qui est profondément un libéral. Et la politique libérale, alors si on doit y revenir, alors on dit souvent, Philippe Caléja, que la présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec un peuple, mais d'un homme et ses idées. Alors est-ce que d'après vous, un candidat à la présidentielle peut justement être en dehors des partis et ni de droite ni de gauche? Et Emmanuel Macron, il a une grosse qualité, il est mignon, c'est le gendre idéal, c'est parfait. Mais Emmanuel Macron, c'est celui quand même qui a fait le programme économique de François Hollande, c'est lui qui a été conseiller à l'Élysée, c'est lui qui a été ministre des Finances de François Hollande. Bref, l'héritage François Hollande, l'héritage de ce quinquennat que Pierre Cohen vient de dénoncer en disant que pendant 5 ans, on avait vécu quand même pour les Français une période difficile. Eh bien, l'héritage, il le porte intégralement et totalement. Donc, à un moment donné, il faut qu'il nous clarifie les choses, qu'il nous dise réellement ce que sont ses idées, ses volontés. Est-ce que pour lui, permettre aux Français de travailler, c'est quelque chose d'important, de prioritaire? Et avec quels moyens? De quelle manière va-t-il le faire? S'il ne le fait pas, c'est parce que c'est flou qu'il y a un loup ou parce que simplement, il faut encore du temps pour que ça se mette en place, d'après vous? Je vous rappelle qu'on est à 10 semaines de l'élection présidentielle. Donc c'est parce qu'il y a un flou, il y a un loup. Et si à 10 semaines, on n'a pas de programme, c'est quand même... Alors justement, il y a une question Internet à ce sujet, on va vous la poser, Monique Iborra, puisque vous représentez Emmanuel Macron. La question d'internaute, la voilà. Comment peut-on décider de voter pour un homme qui n'a pas de programme? C'est Marcel Châtel. Alors on l'aura quand ce programme, Monique Iborra? Écoutez, là, ça commence à faire sourire cette affaire. C'est vraiment un slogan. Il n'a pas de programme. Il a dit lui-même qu'il ne voulait pas de programme, qu'il passera en contrat avec le pays. Oui, il va passer un contrat de gouvernement avec le pays, pas seulement qu'avec le pays d'ailleurs, aussi avec les candidats aux élections législatives, ce qui est assez quand même novateur. Non, quand on dit il n'a pas de programme, ou quand on dit il est ni de gauche ni de droite, il est à la fois de droite et à la fois de gauche. Et il est, par certains aspects que je vais développer, il est plus de gauche que certains socialistes. Je prends un exemple. Est-ce que le projet de Benoît Hamon, quand il parle de revenu universel, revenu d'existence universelle, est-ce que c'est une idée de gauche? Non, c'est pas une idée de gauche. Ça peut être une idée de droite, ça, Philippe Caléja, le revenu universel? Je ne suis pas sûr du tout. Je ne suis pas sûr du tout que cette idée soit vraiment de droite. Vous permettez que je finisse? Je permettez quand même. C'est en 95 que les ultralibéraux, je vous demande de vérifier ce que je vous dis. Ce sont les ultralibéraux qui ont amené cette conception des choses. Et c'est plus en effet quelque chose qui est du domaine de la charité, et là on reconnaît bien peut-être la filiation de Benoît Hamon, antérieurement, quand il a commencé à faire de la politique. C'est plus du domaine de la charité que... Ce n'est pas un projet de gauche. Donc, Benoît Hamon, pas plus à gauche que Emmanuel Macron. Non, ce débat, on l'a eu, et je dirais l'équipe Aval, ça a essayé de faire ce procès d'intention sur... C'est pas l'équipe Aval. Si, non, mais je connais, donc ça veut dire qu'on a des arguments. C'est la réalité. Juste, laisse-moi finir, je t'ai laissé finir. Juste pour dire que, bien sûr, que le revenu universel, s'il est considéré comme un moyen pour que le monde de l'économie ajuste leur engagement par rapport au salaire en fonction du revenu universel, oui, ça peut être une position de droite. Sauf que Benoît Hamon a été très clair. C'est d'inventer la protection sociale qu'on n'a pas eue depuis 1945. C'est-à-dire exactement la même chose pour la santé. Pourquoi? Parce qu'en 1945, le problème, il était lié à l'individu par rapport au travail. Aujourd'hui, c'est lié à l'individu par rapport à la façon dont le travail va évoluer, et il veut instaurer une protection à égalité qui permet de pouvoir rebondir, et j'aurai l'occasion, si on me cherche là-dessus, évidemment... D'y revenir, Philippe Caléja. Ce que je note quand même dans cet échange, c'est que finalement, Benoît Hamon, c'est l'assistanat, et le fait de même pas la charité, l'assistanat complet. Donc on voit ce que ça donne, la ruine du pays. Et aujourd'hui, il faut en sortir de ce système. Sur les idées d'Emmanuel Macron, quand on dit elles sont à la fois de gauche mais à la fois de droite, vous, l'élu de droite, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je voudrais vous demander, Monsieur Macron, avec qui va-t-il gouverner?
Imaginons sur par les hasard. idées elles-mêmes. Non, mais parce que justement, on voit pas mal de gens justement, venir vous rejoindre. Avec qui et on va-t-il se gouverner demande, voilà. Stéphane, avec qui va-t-il gouverner? Avec quelles idées? C'est-à-dire, quels sont les députés qui vont lui donner une majorité à l'Assemblée? Quels sont les ministres qui vont venir le rejoindre? Et sur quelles convictions vont-ils venir le rejoindre? Parce que les hommes et les femmes, ils vont venir, mais avec des convictions. Ils viennent déjà, et on va le voir dans quelques instants à travers le reportage. Pour l'instant, je n'en vois pas. Il y a un directeur de cabinet qui est venu allez-y, rejoindre. on va laisser répondre Monique Iborra et ensuite on va voir justement les personnes qui vous ont rejoint jusqu'à présent. Il faut être sérieux et il faut parler du fond, Monsieur Caléja. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, mais l'électeur peut se poser la question de savoir avec qui Emmanuel Macron va gouverner, par exemple. Je peux parler. Allez-y. Mais vous pouvez répondre à mes questions aussi. Donc, je suis un peu employé pour ça, mais allez-y. Je reviens sur le fond et sur le projet d'Emmanuel Macron. Quand on dit qu'il n'a pas de programme, je reviens à ça, parce que ça, c'est vraiment... on ne peut pas l'entendre, ce slogan-là. Ou alors, c'est qu'on ne l'écoute pas. C'est possible aussi, ou c'est qu'on a décidé de ne pas l'écouter. Il a fait une série de propositions, jusqu'à aujourd'hui, sur le travail particulièrement, parce que contrairement... Et là, c'est un problème de société. Pourquoi ils n'entendent pas forcément ces propositions? C'est un problème de société, et c'est une société différente, celle que propose Benoît Hamon et celle que propose Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que la société que propose aujourd'hui Benoît Hamon, qui n'est pas d'ailleurs... Réponds le programme de Macron, parce que mais je veux bien que pour se débiner de Macron, on parle de Hamon. Quelques mesures claires, Monique Iborra, sa vision du travail. Le temps tourne. C'est important. Eh bien, justement, la vision du travail de Macron, c'est faire que le travail... Et ça, c'est une idée de gauche, contrairement à ce que développe Benoît Hamon. Le travail, c'est quelque chose qui est émancipateur pour les gens. Et quand on dit il n'y aura plus de travail, donc il n'y a plus de travail, il faut faire de l'assistanat avec, en effet, cette mesure de droite, eh bien, même Mélenchon est contre d'ailleurs. Emmanuel Macron est absolument contre. Il met le travail au cœur. Et donc, au niveau des propositions qu'il fait, il y a un certain nombre de propositions qui tiennent au travail et à la lutte contre le chômage. On a bien compris. Ce que Benoît Hamon ne fait pas. Bon, alors, avant de revenir au programme, à ce qui vous sépare, ce qui vous... Mais c'est important. Rassemble, oui, bien sûr. Ce qui vous rassemble, je vois moins, mais enfin, ce qui vous sépare, on commence à l'entrevoir. Une proposition à Mme Iborra. Rapidement, proposer à M. Macron qu'il prenne finalement le programme des Républicains et je vous suivrai. Le programme des Républicains. Attendez, prenez-le. Dans le programme des Républicains, il y a des données essentielles sur le travail, effectivement. Qui n'a aucun intérêt. D'ailleurs, vous avez été obligé de le recentrer. Ce que vous venez de dire, par exemple, en disant que le travail est prioritaire et que les éléments. Écoutez-moi, si non, je suis pas sûr que le. Je suis pas sûr. Non, attendez. Pour reclarifier les choses, attendez, s'il vous plaît. Pour reclarifier les choses, on va voir justement qui vous a rejoint et ce que pensent les personnes qui vous ont rejoint d'Emmanuel Macron et les autres personnalités qui, elles, n'y croient pas. Reportage d'Emmanuel Watt et de Jean-Luc Pigneux. En région Occitanie, Philippe Sorel fait partie des premiers élus à s'être senti proche de la démarche d'Emmanuel Macron. Le maire de Montpellier intègre l'équipe de campagne du candidat à l'Élysée. L'ex-socialiste sera en charge des questions liées à la médecine. Philippe Sorel voit dans le créateur du mouvement En Marche un héritier de la politique menée dans sa ville. Il s'est inspiré du modèle Montpellier, c'est vrai, c'est une réalité. Il est venu me voir plusieurs fois, à plusieurs reprises. Nous avons longuement discuté sur l'expérience et l'expérimentation montpelliéraine pour les municipales et pour la construction de la métropole, pour les départementales et même pour les régionales. Et donc il a perçu que cette méthode, cette nouvelle façon de faire de la politique pouvait être une façon de procéder au national, à une autre échelle que l'échelon local. Parmi les ralliements, l'ex-patronne de l'UMP en Haute-Garonne, Christine de Vérac. 2 membres de la majorité municipale du maire de Toulouse viennent d'annoncer cette semaine leur adhésion au mouvement d'Emmanuel Macron. Issus de la société civile, Franck Biasotto et Elisabeth Toutu-Picard emboîtent le pas du candidat hors parti. Le maire de Toulouse laisse ses adjoints libres de leur engagement pour la présidentielle. Début novembre, Jean-Luc Moudin, qui avait reçu l'ancien ministre de l'économie, Emmanuel Macron n'était pas encore candidat, mais déjà chaleureusement accueilli au Capitole. Le mouvement En Marche suscite beaucoup d'interrogations chez certains élus centristes. L'absence d'un projet clair et défini laisse perplexe cet élu du MoDem. Son programme est nébuleux. Moi, ce que je propose à Emmanuel Macron, c'est de lire un très bon livre
qui est sorti le 1er février dans toutes les bonnes librairies. Effectivement, c'est un livre plein d'optimisme et c'est un livre effectivement où il y a un programme et une ambition pour la France. Donc si effectivement Emmanuel Macron fait un signe en montrant effectivement tout l'intérêt qu'il y a vers ce programme, il n'est pas exclu que François Bayrou travaille avec lui. Pour l'un des représentants de l'UDI, parti de centre droit, la tentation Macron n'existe pas. Selon le maire de Villemur-sur-Tarn, il ne faut pas confondre posture et imposture. Il n'est pas du tout hors système. L'ENA, c'est un archaïsme unique au monde, une école d'administration. Sciences politiques, c'est aussi une forme d'archaïsme très arc-bouté sur des principes. Et puis aussi, je veux dire, son job de banquier chez Rothschild fait quand même que c'est pas un monsieur tout le monde. Pas un monsieur tout le monde, mais une personnalité politique qui attire beaucoup de monde et gagne des points dans les sondages. Alors, toujours pour clarifier par rapport à nos téléspectateurs et aux électeurs, un ticket Bayrou-Macron, ce serait possible ou pas? Oui, ce serait possible, bien sûr, ce serait possible, tout à fait possible. Et pourquoi pas, il y en a d'autres avant Emmanuel qui ont essayé. Oui, mais c'est pour ça que je pose la question. Je parle de Ségolène Royal, qui avait déjà, et même. C'est pas chemin terminé. Oui, mais pour bon, lui surtout, et puis pour elle aussi. Les époques ne sont pas les mêmes. Les attentes, parce qu'il faut être sérieux quand même, les attentes des citoyens ne sont pas les mêmes. Qui est sûr aujourd'hui que les attentes des citoyens, tant que l'élection n'a pas lieu, premier tour, ne sont pas favorables, en effet, à cette démarche? Parce que peut-être faudrait-il parler aussi des primaires et les remettre dans le contexte aujourd'hui. Les primaires, on en a beaucoup parlé, des primaires. Oui, mais je voudrais en parler un mot, s'il vous plaît. Allez-y. Les primaires à droite, c'est à droite toutes. Les primaires à gauche, c'est à gauche toutes. Le lendemain, Monsieur Fillon revient en recentrant son programme. Chez Benoît Hamon, le lendemain, alors lui, il ne s'est pas tourné vers les socialistes, il s'est tourné directement vers Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, je pense, honnêtement... On va leur poser la question, si ce sont Je pense honnêtement que la place de Benoît Hamon, aujourd'hui, elle est moins dans le Parti socialiste, honnêtement, qu'avec Jean-Luc Mélenchon. Alors on va laisser répondre Pierre Cohen et ensuite on va demander à Philippe Caléja s'il s'est recentré. J'ai compris que Monique Liborin a des difficultés à parler de Macron et elle a plus envie de parler de Benoît Hamon. Mais ça ne fait rien, on l'invitera. Juste pour dire quand même que tout à l'heure, elle a évoqué ceux qui sont capables d'analyser le réel. Dans quelle société sommes-nous? Aujourd'hui, et j'ai fait partie de cela pendant des décennies, on voulait de la croissance. On voulait de la redistribution. On voulait d'avoir des entreprises qui soient boostées. Et je pense que le mandat de François Hollande a essayé ça jusqu'au bout, sans contrepartie, alors qu'on était, nous, pour avoir au moins des raisons objectives de donner ou pas le CICE. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, il y a quand même une raison objective. Et non, ce n'est pas le libéralisme. Pourquoi? Parce que le libéralisme, il a été employé dans certains pays. Et c'est vrai que artificiellement, il y a moins de chômeurs. Mais on a une plus grande pauvreté, on a une plus grande précarité. Donc est-ce qu'on veut une société où ça donne l'impression, pour les sachants, pour ceux qui sont dans le coup, ceux qui sont, dans la dynamique et qui ont une situation correcte, et on continue de plus en plus à nourrir le populisme parce que les gens en bavent et sont à côté du chemin sur le quai de la gare. Et c'est cela qu'on nous propose. Je crois que Benoît Hamon a compris qu'il y avait nécessité de changer de paradigme, de changer de cadre et de présenter une société qui affronte à la fois l'égalité, mais aussi, parce qu'on n'a pas évoqué, l'écologie qui sera fondamentale dans les décennies qui viennent. Philippe Caléja, Monique Liborin a dit qu'elle avait l'impression qu'effectivement, finalement, tout le monde se recentrait. On parlait de Bayrou qui ne s'est pas encore positionné. Est-ce qu'il s'est recentré, François Fillon? Et allais-je dire, si jamais plan B il y a, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un plan B justement plus au centre? Vous savez, moi, François Fillon, je pense, et moi aussi, je crois pleinement à justement ce que ne croit pas Pierre Cohen, c'est-à-dire, et la gauche, c'est-à-dire l'entreprise et l'emploi. C'est une priorité absolue, mais c'est au travers de l'entreprise que l'emploi passe. Monde, je pense. Mais j'en suis pas si certain que ça. Je sais pas ce que j'entends. C'est pas ce que j'entends. On nous parle d'un revenu universel. On nous dit que le travail ne va pas exister, qu'il n'y aura pas assez de travail. Moi, donc c'est pas ce que j'entends. C'est parce que j'entends dans la bouche des gens de gauche, de Benoît Hamon en particulier. Donc, il faut mettre au centre du débat ce qui est la priorité essentielle des Français. Non pas l'assistanat,
mais le travail et arriver à créer des emplois. C'est quand même la préoccupation majeure qu'on doit avoir. On a bien compris. Et quand le mandat de François Hollande est passé, écoutez, effectivement, on ne sait jamais où il était, ce qu'il faisait, et quand le matin il prenait une décision, le soir il prenait la décision contraire. On va se projeter contraire. sur l'avenir. Donc, on va se projeter sur l'avenir et on va revenir à la question centrale de l'émission. Moi, je vous dis, la question centrale de l'émission, c'est de savoir où on va. Et précisément où on va. Philippe Caléja a changé la question centrale de l'émission. Avec M. Macron qui nous dit aujourd'hui qui nous dit alors, pas où il va, j'aimerais quand même qu'on nous dise où alors, il va. Question, conclusion, on est déjà à la fin, Monique Iborra. Est-ce que Emmanuel Macron, ou plutôt est-ce que l'Occitanie est Macron compatible? Est-ce que l'électorat de gauche ici de l'Occitanie peut être attiré par Emmanuel Macron? Alors, je vais vous répondre de la manière... En vous donnant rapidement, un exemple. Il nous reste une minute chacun. En vous donnant un exemple. L'Occitanie, comme vous l'appelez, en effet, aurait dû voter pour Manuel Valls. Pourquoi? Parce que tous les élus locaux, et très important, la présidente de région, mais bien au-delà, avaient donné des consignes de vote pour Emmanuel Valls. Pour Manuel Valls, pardon. Oui, Emmanuel, oui. Ça pourrait se rapprocher d'ailleurs, oui. Politiquement, d'une manière claire. D'une manière claire. Rapidement pour conclure, sinon nous n'aurons pas le temps de conclure. Les électeurs, on a décidé les électeurs de la primaire, oui, c'est-à-dire 5% de l'électorat, 5% de l'électorat, même pas d'Occitanie, général. Donc pour conclure, ils ont donc décidé de ne pas suivre les élus locaux. Et donc, rien ne dit demain que, en effet, moi je pense que Emmanuel peut en effet gagner cette élection, y compris en Occitanie. Évidemment, je pense que la mobilisation lors de la primaire, et en particulier autour de Benoît Hamon et à Toulouse, où dès le premier tour, 45%, montre qu'il y a vraiment un électorat de gauche qui veut à la fois l'union de la gauche plurielle, avec les écologistes. Ça, je regrette, mais pendant 5 ans, petit à petit, on l'a émietté, on l'a dispersé. Deuxièmement, qui ont réellement envie d'égalité et de réponses telles que je l'évoquais par rapport aux gens qui sont défavorisés. Ça aussi, ils croient plus au libéralisme, qui s'appelle ce que nous proposait Manuel Valls, ou qu'il soit derrière Macron. Donc aujourd'hui, je pense que la région Occitanie, elle est plutôt sur une mobilisation qui n'a rien à voir avec Mélenchon, mais qui est plutôt dans une, une vision à la fois de solidarité et écologie. En 30 secondes, Philippe Caléja. La vraie question Macron compatible, c'est les électeurs qui nous le diront. Ça, c'est eux, et je leur fais confiance. C'est la démocratie, et au moins, ils nous diront ce qu'il en est. D'ailleurs, on a vu au cours des primaires que, finalement, tout ce que les observateurs et les experts disaient a été démenti. Donc, laissons les électeurs décider, et ayons un débat sur le fond. On y viendra, le débat sur le fond, dans les semaines qui viennent. C'est ça qui est fondamental. On ne va pas oublier. Voilà, merci en tout cas à vous trois d'avoir accepté ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Un débat, vous le savez, qui continue sur notre blog, le blog politique, où on abordera évidemment la politique et on essaiera de faire aimer la politique. Hein, voilà. Et pas qu'aux Macroniens. Et pas qu'aux Macroniens.